production Binge Audio, évidemment. Denis Baupin, Nicolas Hulot, Gérald Darmanin, François Asselineau, Jean Lassalle et j'en passe. Tous ces hommes ont plusieurs points communs. Ils ont soit été ministres, soit sont candidats à la prochaine élection présidentielle. Et ils ont aussi en commun d'être accusés par plusieurs femmes de viol ou d'agression sexuelle. Et à en croire les révélations du mouvement MeToo politique, ils sont loin d'être une exception. Les violences sexistes et sexuelles en politique, c'est tout simplement la norme. D'après une étude réalisée par le collectif Chères collaboratrices à l'Assemblée nationale, une collaboratrice sur 2 rapporte avoir été victime de blagues sexistes, une collaboratrice sur 3 rapporte avoir été victime d'injures sexistes et une collaboratrice sur 5 rapporte avoir été victime d'agressions sexuelles. Mais qu'est-ce qu'ils croient, ces hommes-là ? Que le droit de cuissage des seigneurs du Moyen-Âge s'est transféré sur eux, en version main au cul à l'Assemblée ? Quand Baupin et Hulot ont été accusés de viol ou d'agression sexuelle, les deux ont même porté plainte pour diffamation. La justice a donné tort à Baupin et Hulot a entre-temps retiré sa plainte. Mais ce que ça montre, c'est combien ils se sentaient sûrs de leur bon droit, légitimes, bien à leur place. D'ailleurs, le système les protège. Alors que 5 nouvelles femmes témoignent contre Nicolas Hulot dans un envoyé spécial, ce dernier s'est vu voir offrir une tribune sur BFM TV pour se plaindre les yeux mouillés de vivre un cauchemar. Mais quel cauchemar en effet ce monde où les femmes ne se laissent plus agresser en silence. Éric Zemmour, le candidat, parce que oui, il est candidat, il serait peut-être temps de le dire. Donc, Éric Zemmour, le candidat d'ultra-droite, misogyne et raciste, écrit dans son dernier livre, Le suicide français, « Dans une société traditionnelle, l'appétit sexuel des hommes va de pair avec le pouvoir. Les femmes sont le but et le butin de tout homme qui aspire à grimper dans la société. » Et si, messieurs, la meilleure façon de lutter contre la progression de Zemmour, c'était tout simplement de ne pas lui donner raison sur le fond ? Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut plus rien. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Mes chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette 8e édition d'On peut plus rien dire. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter et rien ne pourrait me faire plus plaisir. Pour les nouvelles et les nouveaux, bienvenue, mettez-vous à l'aise, ici on est en famille. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons tout simplement, est-ce qu'il ne faudrait pas exclure les hommes de la vie politique ? Après tout, nous, les femmes, on en a été exclus pendant combien de temps ? À peu près 3000 ans, non ? Avec nous pour répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir David Guiraud. Vous êtes porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Bonjour. Street Press vous a même présenté comme le punchliner de la France Insoumise. Fiona Texer, vous êtes collaboratrice d'élus depuis plus de 13 ans, initiatrice du mouvement MeToo politique, autrice de l'excellent podcast produit par nos amis de Programme B, Y a pas mort d'homme. Et petit disclaimer, je suis obligée de dire que nous étions dans la même école primaire. Bonjour Judith. Bonjour. Aïna Curig, vous avez été élue députée La République En Marche en 2017. Vous avez quitté le groupe en 2018 et vous avez été la seule députée En Marche à voter contre la loi Asile et Immigration. Aujourd'hui, vous soutenez Macron pour qu'il soit réélu. Allez, personne n'est parfait. Bonjour. Bonjour. Et restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast pour écouter notre chère chroniqueuse Lorraine Boudard nous expliquer pourquoi il faut taxer la viande autant qu'on taxe les cigarettes. Alors, Fiona Texer, je me tourne vers vous. Vous êtes à l'origine du mouvement MeToo politique. Vous avez publié une tribune dans Le Monde, signée par 300 autres femmes politiques, qui appelle les partis à écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes de la vie politique et mettre fin à l'omerta. Finalement, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que c'est dangereux pour une femme de faire de la politique aujourd'hui ?
En tout cas, on se sent en permanence menacé. Moi, j'ai commencé il y a 13 ans, comme vous l'avez dit. J'étais militante et collaboratrice parlementaire. Et il faut savoir qu'on prend un risque, le risque d'être touché contre son gré à la fin d'une réunion militante, le risque de subir des propos sexistes dans le couloir, aux abords de l'hémicycle. On prend aussi le risque d'être en permanence taxé, d'avoir couché pour y être parvenu, ou de devoir sa progression, son élection pour celles qui deviennent élues, sa promotion pour les autres à telle ou telle compétence physique, enfin qualité physique, la proximité par rapport au chef, voire une proximité charnelle. Et ça, ce sont des choses récurrentes qu'on entend toutes et tous. Je dis tous aussi parce que ça concerne aussi certains collègues masculins et parce qu'eux aussi l'entendent, le voient bien qu'on est victime de ça. Donc oui, c'est une menace et pendant très longtemps, enfin en tout cas moi dans mon expérience personnelle jusqu'à l'arrivée de MeToo en 2017, ça faisait tellement partie du décor, ça semblait tellement une fatalité qu'on ne le disait pas à l'extérieur et qu'on s'en parlait assez peu finalement. Aïna Curix, c'est quelque chose que vous aussi vous avez expérimenté, vous vous reconnaissez dans ces propos ? Oui, globalement, c'est quelque chose qui, je pense, a dû aussi s'atténuer, mais existe encore. C'est vrai que moi j'ai été élue en 2017 et quelque part, l'évolution, c'est qu'on était assez nombreuses à être élues en 2017. Et donc, nous étions de plus nombreuses femmes. Et c'est vrai que notre voix, elle a quand même porté davantage. Mais on se rend bien compte des regards, des remarques. Et des remarques qui parfois vont même dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés en 2017 et qu'on a revendiqué justement nos droits, on pouvait croiser un homme dans l'ascenseur qui disait « Ah pardon, je ne dois pas vous regarder, je baissais les yeux. » Mais si vous n'êtes pas capable de monter dans un ascenseur avec moi et d'avoir besoin de baisser les yeux pour être dans un ascenseur avec une femme, effectivement, regardez vos chaussures. Oui, et puis ces petites réflexions-là. Ah bah non, si je te fais la bise, tu vas porter plainte. En fait, c'est une autre version de ce même sexisme. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, même en dehors des remarques déplacées, c'est une remarque déplacée, on a maintenant aussi cette petite musique de « on peut plus rien dire, attention, on ne peut pas regarder ci, on peut pas regarder ça ». Et donc ça aussi, ça alimente finalement ce sentiment menaçant à l'égard des femmes. David Guiraud, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, il y a plein de choses à dire, mais moi dans mon organisation, on se pose la question de comment on essaye de changer la société, quoi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que moi, je me souviens de ce débat entre Alice Coffin et Tristan Banon là, sur BFM récemment, sur justement est-ce que c'est la justice ou pas, mais en fait, le fond de l'affaire, c'est qu'on est dans une situation de blocage parce que la justice, elle fait pas bien son boulot. Et en fait, les organisations politiques, moi, je me suis retrouvé souvent dans des situations à tâtonner quand, je me souviens à l'époque, notamment quand je m'occupais beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs des organisations de jeunesse, etc., de qu'est-ce qu'on fait quand on a des signalements et qu'on n'a pas plus que des signalements, quoi. Voilà, moi, je me suis déjà retrouvé dans des situations où, je suis pas enquêteur. Mais les organisations politiques ont aussi une responsabilité. Elles peuvent mener des enquêtes en interne. Elles peuvent exclure ceux qui se comportent mal. Il n'y a pas que la justice qui peut agir. Et justement, c'est l'objet du débat. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a 5 ans, notamment à ce moment-là où moi je m'occupais beaucoup plus de la jeunesse, on n'avait pas les moyens, pas la formation. En fait, on galérait. Et l'essentiel du travail, en fait, reposait sur les épaules de quelques femmes qui se retrouvaient carbonisées aussi par ce travail militant. C'est-à-dire que recueillir les plaintes, être auprès de femmes qui ont subi des traumatismes, ça, des fois, ça vous carbonise quelqu'un du point de vue militant, parce qu'il y a des gens... Moi, je me souviens, j'ai une amie qui avait ses propres traumatismes, qu'elle devait gérer ses propres traumatismes et celui des autres, etc. Donc on essaye de faire un taf. Alors nous, on a eu des situations cocasses. Le dernier, c'était Monsieur Guénolé. On a eu un signalement. Donc on se met à enquêter. Alors on est accusé de faire un procès stalinien. Parce que c'est souvent ça aussi la défense, quoi. On fait juste une enquête, il n'y avait aucune décision qui avait été prise à ce stade concernant ce signalement, parce qu'on parle souvent de l'exclusion, mais en fait, des fois, il y a plein de mesures entre les deux qui sont prises. Ça peut être de l'éloignement, ça peut être juste déjà déclencher l'enquête, ou du recadrage, les paroles, etc., bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, il y a la question du viol. Mais en fait, moi, ce que me disent les camarades, militantes ou autres, c'est que le plus dur à juger, c'est pas forcément le viol quand il est établi, c'est tout ce qu'il y a autour, justement, les agressions, les insultes, les remarques déplacées. C'est à cet endroit-là que se pose la question de savoir que fait l'orga.
est-ce qu'on recadre ou pas. Enfin, donc moi, dans ce cadre-là, voilà, on voit qu'on essaye de faire le taf et on a des résistances de la part de personnes qui, avant même qu'une décision ait été prise, estiment que la France insoumise doit les protéger, eux, contre les femmes qui témoignent. Enfin, nous, on en est là aussi dans le débat. Et alors après, on est accusé de procès stalinien et en fait, la personne s'exclut elle-même du mouvement. Bon, quelque part, c'est utile. C'est vrai, ça demande du courage de prendre parti contre les violences sexistes et sexuelles et ça demande de s'opposer à certaines formes de résistance, justement. On a des résistances, on a des gens qui s'estiment effectivement tout permis. Moi, je me méfie toujours aussi des gens qui font des caisses, quoi, parce qu'on parlait tout à l'heure des gens dans l'ascenseur qui disent « Ah, je peux plus vous regarder ». On a aussi des grands militants de la cause. Franchement, faut arrêter d'en faire des caisses. Faut juste bien faire son boulot, quoi. C'est-à-dire quand il y a un signalement ou quand on est en présence d'une agression ou autre, on le fait remonter. Moi, ça m'est arrivé à l'Assemblée nationale de faire remonter une situation, parce que j'étais collaborateur il n'y a pas si longtemps encore. Une situation que j'estimais pas normale, quoi. C'est-à-dire en soirée, les gens, ça a beau être arrosé et tout, c'est pas une excuse pour être collant envers quelqu'un. Voilà, on fait remonter la situation et si tout le monde se comportait juste comme ça déjà, ça aiderait un peu. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 300 hommes politiques, selon vous, enfin je vous pose la question à tous les trois, qui eux aussi signent une tribune pour demander l'exclusion des agresseurs sexuels? Pourquoi ce sont toujours les femmes qui doivent porter encore aujourd'hui ce message? Fiona Texer, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une réponse aujourd'hui d'hommes qui se solidarisent du mouvement MeToo politique? J'espère que ce sera la prochaine étape. La première, ça a été d'abord la libération de la parole. Moi, cette tribune, elle est aussi le fruit d'un travail qui est long. La première tribune sur le sujet, je l'ai portée il y a 2 ans avant les municipales. Et à cette époque-là, on demandait à ce que les femmes puissent enfin avoir des lieux d'expression, de témoignage de ce qu'elles avaient subi. L'étape d'après étant que les parties les entendent enfin. Et là, la troisième étape, c'est qu'il y ait une action qui soit menée en prenant ses responsabilités, en s'organisant en interne, en fonction des statuts, de la façon de fonctionner du parti, pour prendre des actions pour lutter. Et ça, évidemment, ça doit passer par un engagement masculin, parce qu'aujourd'hui, qui est à la tête des partis, qui est à la tête des groupes parlementaires, qui est à la tête des commissions d'investiture au parti, pour l'essentiel, pour l'immense majorité, ce sont des hommes et donc il faut que ça passe aussi par leur engagement à eux. Qu'est-ce que vous en pensez, Aïna Curik ? Que déjà beaucoup d'hommes partagent cette position et sont tout à fait solidaires de ces mouvements. Il y a aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de collègues masculins qui sont tout à fait solidaires de ces mouvements, qui certes peut-être n'ont pas rédigé les tribunes, mais les soutiennent. Et donc ça c'est important de les entendre. C'est un combat qui ne doit pas se porter que par une partie de la population, il doit se porter par l'ensemble de la population. Les hommes et les femmes sont concernés par cette question. Et donc on ne peut pas aujourd'hui, même en tant que femme, nous exclure aussi les hommes de ce combat. C'est justement ça, mais je pense que le moment est venu qu'ils soient plus solidaires, mais qu'ils soient acteurs aux côtés des féministes. Absolument. Absolument, mais c'est aussi aux femmes d'inclure les hommes dans ce combat. Parce que quand une femme parle d'agression commise par des hommes, effectivement, les hommes, c'est pas naturellement qu'ils vont forcément s'approcher et puis se dire comment on peut vous aider, comment on peut agir. Et donc c'est aussi à nous de les faire venir. David Guiraud, pourquoi vous rédigerez pas cette tribune, par exemple, en sortant là de notre interview, pourquoi vous le feriez pas? C'est une vraie question, c'est que en général les hommes, et moi y compris, je l'admets, sont moins dans les réseaux en fait de gens qui résistent concrètement à l'oppression, quoi. C'est-à-dire que la résistance à l'oppression, c'est vrai, elle commence souvent par les opprimés eux-mêmes ou en l'occurrence elles-mêmes, et on est moins dans les réseaux. En fait, c'est juste que c'est pas en fait c'est pas que aux femmes d'inviter, c'est vrai. Enfin, moi je l'admets, c'est pas. Je ne l'ai pas vu venir, en fait, moi. Je l'ai découvert, la tribune MeToo politique. Après, oui, l'organisation a salué la tribune. L'organisation, je m'inclus dedans, je ne suis pas extérieur. Donc, les hommes de l'organisation ont fait ce pas-là. Maintenant, moi, je pense que rien que dans les actes au quotidien, si quand il y a des hommes qui voient ce genre d'agression ou autre, ils peuvent le faire remonter. Parce qu'on a tendance à dire, oui, les policiers ne balancent pas les collègues. Mais en fait... Ça s'applique à tout le monde sur toutes les formes de situation. Aujourd'hui, c'est pas... Oui, effectivement, c'est pas simple de dire à un collègue de faire remonter concrètement, de manière administrative, un comportement problématique. C'est vrai que c'est pas simple. Ça peut être un ami, ça peut être... moi, quand j'avais fait remonter ça, je me souviens à l'Assemblée, c'était pas quelqu'un qui était mon ennemi. C'est pas simple, mais il faut le faire, quoi. Voilà, c'est tout. Mais je sais pas. Très honnêtement, j'ai pas la réponse là de pourquoi c'est pas moi qui l'a... Enfin, si, en fait, je l'ai. C'est que moi, ma vie politique
dans ma vie de tous les jours, j'ai pas ce combat à mener, c'est vrai. Donc forcément, je suis moins amené à être dans ces réseaux de résistance-là. Mais si on m'avait proposé de signer ce genre de tribune, j'aurais peut-être. Mais c'est quoi la différence, je veux dire, quand on est dans un parti comme la France Insoumise, où on se sent solidaire justement de combat des opprimés, des personnes qui sont en situation de difficulté financière, des personnes qui sont en situation d'exclusion. Et même si on n'est pas forcément soi-même en situation de difficulté ou en situation d'exclusion, on arrive complètement à se sentir solidaire de ces luttes. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se sentir solidaire des femmes ? Typiquement, par exemple, moi, quand je vais sur une lutte de travailleurs sans papier, c'est pareil, c'est pas moi qui écris la tribune. J'y vais. MeToo Politics, pareil, on va aux manifs, c'est juste qu'effectivement les réseaux de résistance, c'est souvent les premiers et les premières concernés. Moi, je pense que l'intérêt déjà premier, c'est de défendre, y compris, maintenant ma bataille est essentiellement médiatique, donc c'est de défendre ces gens. C'est-à-dire par exemple Nicolas Hulot, la blague, quoi. Voilà, et ça c'est aussi la capacité à le dire, à savoir dire, y compris à des médias, mais là vous faites quoi ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout ? Nicolas Hulot qui s'est exprimé donc sur BFM avant la diffusion du documentaire Envoyé spécial où il y a 5 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle ou de viol. Et cette technique, Fiona Texer, de répondre dans les médias, de prendre la parole en fait avant celle des femmes, c'est quelque chose qui est très étudié. Ça veut dire qu'on veut reprendre la main en fait sur la parole des femmes. C'est une stratégie qui n'est pas une nouveauté pour Nicolas Hulot. En 2018, lorsque le magazine Hebdo avait publié une première enquête sur le même sujet, à savoir rapportant un faisceau de témoignages et de plaintes pour agression sexuelle et viol, Nicolas Hulot s'était exprimé la veille de la parution du magazine sur RMC et BFM TV pour aller expliquer d'une part qu'il ne les connaissait pas, que de deux, il n'avait rien fait de mal et que de trois, c'était horrible parce qu'on s'en prenait à lui, que ça avait fait pleurer ses enfants. Et là, il reprend la même technique d'aller la veille de la diffusion du reportage sur BFM pour aller expliquer à peu près la même chose. Et ce qui est intéressant avec le cas Nicolas Hulot, c'est que dans le monde politique et médiatique, c'est quelque chose, c'est une affaire qui est connue depuis très longtemps. Moi, je me souviens, en 2011, j'étais militante chez ELV et il y avait un petit peu le warning d'entrée pour les collaboratrices ou les jeunes militantes, c'était « fais gaffe à Baupin, fais gaffe à Hulot ». Moi, je me souviens d'une amie à qui on a dit « tu vas pas pouvoir rejoindre son équipe de campagne pour la primaire ELV parce que tu l'excites trop ». Et donc, si vous voulez, Pardon, elle continue. Moi, je découvre pas ce sujet-là. En fait, ça fait 10 ans que je le connais. Et qu'est-ce qu'on a comme réaction, nous, en tant que jeunes femmes ? Eh ben, on va éviter ces gens le plus possible pour se préserver. Et à force d'éviter ces personnalités qui sont pourtant incontournables, Nicolas Hulot, il murmure à l'oreille des présidents depuis Chirac, il a même été nommé ministre, il a voulu se présenter à la présidentielle. À force de les éviter, c'est finalement notre propre carrière politique qu'on va éviter, notre propre parcours, puisque ça nous pousse, en tout cas sur les marges, voire vers la sortie du jeu politique. Aïna Curik, c'est quelque chose que vous avez partagé, vous aussi ? Mais il est là le fond du problème, vous venez de le dire, c'est on va éviter plutôt que d'aller affronter, en fin de compte dénoncer et finalement, c'est assez acquis d'éviter les plateaux, d'éviter. Enfin, c'est pas aux femmes qui se disent attention, cet homme-là, il y a peut-être un risque, donc je vais éviter. Non, en fait, on doit le faire éviter lui. Et bien donc, sûr. Aujourd'hui, si on peut, et la place. Mais ce qu'il y a, c'est que la tribune qu'on leur donne, parce qu'ils la prennent la parole, mais on la leur donne. On la leur donne la parole. Je veux dire, on lui donne une place sur BFM. Bien sûr. Ou Patrick Poivre d'Arvor encore, il y a quelque temps, quand il dénonçait les personnes qui l'accusaient. Tout mielleux chez Quotidien, bien sûr, on leur donne cette place. On leur donne cette place, on leur donne cette tribune. Et là aussi, il faut que collectivement, il y ait une vraie évolution de la société. J'entends quand on me dit que la justice ne fait pas son travail, pas assez vite, pas assez fort, pas assez bien, mais il y a aujourd'hui, on pourra légiférer tous les jours, si on veut, sur cette question. Si la société n'a pas une vraie prise de conscience et une vraie mobilisation, parce que intellectuellement, on pourra tous dire oui, c'est vrai qu'on comprend le sujet, mais ne se mobilise pas, n'agit pas, on n'arrivera jamais à sortir de cette situation-là. Et ça, c'est quelque chose que nous, les femmes, on ne doit plus s'auto-censurer, on ne doit pas s'empêcher de parler, et il faut que dans l'opinion publique, dans le débat public aussi, elle soit accueillir dignement cette parole des femmes, cette plainte, et qu'on arrête d'idéaliser ces grandes personnalités connues, à qui on donne des tribunes, qui ont 2 heures pour pouvoir s'exprimer et se défendre, pendant que les victimes, elles ont 5 minutes, un encart dans la presse ou autre. Donc là, il faut véritablement qu'il y ait une vraie prise de conscience et une mobilisation collective.
Oui, c'est aux médias mainstream aussi de changer et de prendre cela en compte. Mais vous dites, il faut que les femmes parlent, etc. Mais c'est très difficile encore aujourd'hui pour les femmes de parler. Moi, je pense à, par exemple, les femmes qui ont parlé contre Denis Baupin. Elles se sont pris quand même après une plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Enfin, c'est encore très dur, ce poids sur les épaules des femmes. Les femmes ne parlent pas parce qu'effectivement, c'est difficile. Vous savez, et d'ailleurs, celles qui parlent, elles parlent combien d'années après ? 5 ans, 10 ans, plus tard. Je veux dire, je fais partie de ces victimes qui ont mis 10, 15, 20 ans à parler. Mais bien sûr que ça prend du temps. Et bien sûr que pendant des années, on m'a dit que j'avais menti et que pendant des années, j'ai dû attendre 6 ans de procès pour pouvoir enfin avoir une décision de justice qui aille dans mon sens. Je fais partie des rares victimes qui... Je me permets juste de vous interrompre pour donner juste un petit peu le contexte. Vous êtes, vous aussi, une survivante de l'inceste et vous avez... votre père a été en procès récemment à huis clos, c'est bien ça ? Oui, absolument. Voilà, vous avez trouvé le courage justement de parler et d'aller en justice. Oui, je l'ai fait, mais je l'ai fait beaucoup plus tard et beaucoup trop tard. Je l'ai fait beaucoup trop tard et plus on attend, plus c'est difficile pour la justice de nous donner raison parce qu'on n'a plus de preuves, parce que ce sont les paroles, la parole contre la sienne, et donc c'est très difficile. Et puis c'est difficile aussi parce que on se sent toujours, il y a toujours un sentiment de honte et de culpabilité quand on a subi des choses, et donc il faut que la société soit capable d'accepter, d'entendre, de mettre en lumière, qu'on brise vraiment ce tabou. Et c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Donc oui, les victimes ont du mal à prendre la parole parce qu'on entend c'est pas vrai, c'est un mensonge, etc. Et plus on va embrasser ces personnes, les prendre en charge et les accompagner, plus la parole va se libérer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui se mettent déjà en place. On voit bien déjà que le 3919 se met et le numéro des victimes de violences conjugales intrafamiliales est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pouvoir être à l'écoute tout le temps, c'est important et il faut continuer à encourager évidemment la libération de la parole. On s'en souvient à peine, mais au début du quinquennat de Macron en 2017, François Bayrou et Marielle de Sarnez avaient démissionné après 1 mois respectivement au ministère de la Justice et des Affaires européennes, car une enquête préliminaire sur des emplois fictifs au MoDem avait été ouverte. Gérald Darmanin, lui, tranquille, tout le temps où l'enquête a été ouverte pour viol, il est resté aux Affaires, ministre de l'Intérieur. Pourquoi cette différence ? Écoutez, moi, juste pour revenir un peu vite fait sur ce qui a été dit, parce que c'était intéressant. Moi, je pense que quand on fait de la politique, en fait, l'organisation politique, elle n'est pas extérieure à la société. Et le but, quand même, premier, reste de transformer la société. Par exemple, quand vous avez des organisations citoyennes qui disent qu'il faut 1 milliard pour les violences, 1 milliard d'euros pour les violences sexistes et sexuelles, c'est parce qu'il y a des femmes en danger, en fait. C'est parce qu'il n'y a pas assez de places d'hébergement. C'est parce que, donc, en fait, le premier combat politique, si on veut changer la société, il est quand même celui-là, y compris de donner plus de moyens à la justice, etc., etc. Après, nous, quand on a à la dans France l'argent, vous voulez Insoumise, dire dans le budget. Oui, parce que moi, Aujourd'hui, le secrétariat d'État aux droits des femmes, c'est un des plus petits budgets du gouvernement, rappelons-le. Et on nous dit qu'il y a 1 milliard d'euros qui existe déjà dans le budget, mais en fait, on se rend compte qu'il y a quasiment la moitié des financements qui partent sur des actions à l'international de sensibilisation, qui sont utiles, mais qui ne constituent pas des places d'hébergement concrètes pour les femmes menacées en France, quoi. Donc ça reste ça, parce qu'en fait, l'organisation, on parle beaucoup du manque de moyens de la justice, mais les organisations politiques, et encore une organisation politique comme la France Insoumise, on a un peu d'argent, des moyens d'avoir des permanents, etc. Mais il y a aussi une question de moyens face à l'ampleur des violences, y compris dans la société. Donc, nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est que moi, j'ai vu la progression. J'ai vu la progression parce qu'effectivement, il y a 5, 6, 7 ans, le tâtonnement, il était très difficile. On ne savait pas vers qui se tourner, on ne savait pas quoi faire. Donc il faudrait des moyens et des formations pour les organisations politiques pour gérer ces questions en interne. On a noué des partenariats, par exemple, avec des associations. Par exemple, ce qui est fait aujourd'hui, on a une cellule d'écoute. En gros, le nom a changé, mais on a une cellule d'écoute dans laquelle les femmes peuvent se recueillir. Parfois, si une association, par exemple, est soit mieux formée, soit plus adaptée pour accueillir la parole, on peut orienter quelqu'un pour dire voilà, faut que tu ailles vers cette association, avec le but toujours d'essayer d'aller vers le dépôt de plainte, parce que c'est aussi le but de notre organisation, c'est de dire justement c'est mieux s'il y a un dépôt de plainte, c'est la société qui le reconnaît, pas juste l'organisation politique. Mais voilà, il y a plein de questions qui se posent en interne, la question de notre coordination avec les autres organisations politiques.
Parce que moi j'ai eu quand j'étais chez les jeunes, une des questions qui s'était posée, c'est par exemple on avait exclu un homme du coup qui était accusé de viol, et en fait il y avait quand même beaucoup de témoignages concordants, donc on l'a exclu, mais on savait pas s'il allait aller autre part ou autre. Qui est-ce qu'on contacte? Alors bon, on contacte les copains et les copines qui sont cadres dans les autres organisations, mais je veux dire, des fois ça passe sous les radars, hein, parce que en Île-de-France les gens ils se connaissent tous. Après, si la personne elle bouge à Toulouse ou à Marseille, c'est plus compliqué. Donc ça. Oui, après c'est aussi à la justice du coup de trancher. Fiona Texer, qu'est-ce que vous en pensez des moyens et des formations pour les cadres politiques pour gérer ces questions? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? Je crois que c'est jamais suffisant. Cette semaine, j'ai dû témoigner d'une agression sexuelle que j'avais subie de la part du responsable de la formation d'un parti politique. Donc, il y a encore énormément de progrès à faire. Mais je voudrais revenir sur la question précédente qui était sur le deux poids, deux mesures entre... Oui, sur Darmanin. Pourquoi Darmanin est resté aux affaires pendant qu'il y avait une enquête alors que Bayrou et De Sarnez avaient démissionné? Voilà. Et dans le dernier épisode de Il n'y a pas mort d'homme, Mathilde Viau, qui était cofondatrice de Chères collaboratrices à l'Assemblée nationale, a cette formule, elle dit « La vie des femmes vaut moins que quelques milliers d'euros ». Et je trouve que ça résume assez bien toute la difficulté du problème, c'est qu'un problème financier, comme il est objectivable et qu'il est mieux compris, en tout cas par ceux qui nous gouvernent, ça pèse plus dans la décision que le non-respect du consentement des femmes. Et moi, ça me rappelle cette formule qu'a eu Gérald Darmanin quand il a voulu balayer les accusations portées contre lui. Il dit moi, j'ai eu une vie de jeune homme. Et est-ce qu'on se pose la question de savoir ce que c'est qu'une vie de jeune femme? Parce que moi, en politique, j'ai eu le sentiment d'avoir une vie de jeune femme, c'est-à-dire d'encaisser les agressions et, si possible, avec le sourire, d'encaisser les propos dégradants, le harcèlement, et tout ça en restant agréable et souriante, parce qu'il ne faudrait pas contrarier leur vie de jeune homme à eux. Ah là là, c'est terrible. Puisqu'on ne peut plus rien dire, et là, je suis contrainte de vous interrompre quelques petites secondes. On se retrouve juste après ça. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si nous ne devrions pas exclure les hommes de la vie politique. À mes côtés, le porte-parole jeunesse de la France Insoumise, David Guiraud, l'initiatrice du mouvement MeToo Politique, Fiona Texer, et la députée macroniste, Aïna Curik. Merci beaucoup d'être avec nous, cette conversation est passionnante. Alors, je reviens à notre question principale et j'aimerais vous demander, mes chers invités, de vous projeter un instant dans un exercice de politique-fiction. Comme on le sait depuis des années, la vie politique est donc machiste et comme l'avait souligné Sandrine Rousseau, si on vivait dans un pays égalitaire, on aurait déjà eu une femme présidente. Alors si on accélérait un peu le cours de l'histoire et si on essayait d'imaginer que pour la prochaine élection présidentielle, les partis soient obligés de présenter une femme candidate. Aucun homme candidat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça? Moi, je crois pas. Aïna Curik. Évidemment, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée que de mettre des femmes au pouvoir. Je ne penserai jamais que c'est une mauvaise idée. Par contre, l'exclusion, pour moi, est toujours une mauvaise idée. Pour autant, quand on regarde les pays qui ont décidé de mettre des femmes au pouvoir, on voit bien qu'il y a des évolutions qui sont particulièrement intéressantes. Je me suis rendue il n'y a pas si longtemps que ça au Rwanda. Au Rwanda, c'est une femme présidente de l'Assemblée nationale. Et quand on voit finalement les textes qui ont, notamment sur les questions de santé, sur les questions d'égalité des genres, il y a eu une modification aussi de leur constitution pour remettre aussi l'égalité des genres en première place. On voit qu'il y a de vraies avancées et que finalement, qu'on a à la tête de certaines organisations des femmes, on a des comportements qui sont assez différents. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment forcer le trait? Parce que j'ai l'impression que nous, on est très mignonnes à vouloir dire il faut respecter les règles, il ne faut pas exclure les hommes, etc. Mais nous, on ne cesse de nous exclure. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment accélérer les choses? Je crois qu'il y a à la fois la question de la représentation dans les symboles avec, entre guillemets, les gros postes, président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat, président du Conseil constitutionnel. Il faut se dire qu'au Conseil constitutionnel, il n'y a pas eu une femme membre avant le début des années 90. Bref. Et il y a ces postes-là, et puis il y a aussi l'exercice au quotidien du pouvoir. Parce que si vous mettez une femme présidente de la République et que derrière, il n'y a que des hommes dans son cabinet... Qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes d'exercice des responsabilités, d'exercice du pouvoir? Donc il y a aussi tout un changement à opérer, d'une part du côté du visible et du côté de ce qui est soumis aux lois paritaires, je pense à la question des élections, mais aussi là où s'exerce le pouvoir réel. Et
Sur la capacité des femmes à faire évoluer ces questions-là, je pense qu'elle est évidente. Si on reprend depuis 50 ans toutes les lois qui ont promu de réelles avancées pour les femmes, à l'exception de la loi Neuwirth, regardez les autres. La loi Veil sur l'avortement, la loi Roudy sur l'égalité professionnelle, la loi Zimmermann sur l'égalité salariale, la loi Neyert sur le harcèlement sexuel au travail. À chaque fois, ces réformes de société-là, elles sont portées par des femmes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que elles qui sont à même de le faire ou est-ce que ça veut dire que les hommes, ça ne les intéresse pas ? David Guiraud, est-ce que ça veut dire que ça ne les intéresse pas ? Vous, ça vous intéresse ? Ah oui, mais de toute façon, sur la question de la parité, moi je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que il y a un moment, la question qui pourrait être sympa, ça pourrait être de se dire dans les entourages des ministres, est-ce que dans les cabinets, c'est-à-dire dans les sphères de décision, combien il y a de femmes ? Parce que par exemple, je ne veux pas être méchant, mais il y a des ministres, on sait qui gèrent pas grand-chose de leur ministère et qu'en fait le lieu de pouvoir, le lieu de décision, il est dans les cabinets. C'est les conseillers, c'est les hommes de l'ombre, les hommes et les femmes de l'ombre. D'ailleurs, vers l'Élysée, en ce moment, beaucoup est Matignon. C'est pas une critique contre uniquement Emmanuel Macron. C'est en fait, ça fait dans la Ve République, c'est beaucoup ça. En fait, ces lieux de pouvoir-là, des fois, ils sont cachés et c'est ces lieux de pouvoir-là qui sont aussi extrêmement masculins. Et en fait, la question n'est pas juste de savoir à un moment comment on catapulte les femmes à un poste où médiatiquement on a accès aux choses. Je pense que c'est important en termes de représentation quand même, parce que c'est vrai que quand vous avez des femmes, notamment à la télé ou autre, pour des enfants, autres, il y a une question de représentation de se dire je peux le faire. Non, mais pour le coup, ça, c'est un vrai ruissellement, c'est clair. Mais au-delà de la question de la représentation, il y a quand même celle de l'exercice concret du pouvoir et de qui détient le pouvoir, que ce soit dans les orgas ou autres. Et en fait, ça, c'est pas un travail qui se fait uniquement au moment de l'élection. C'est-à-dire que si on se dit juste au moment de l'élection, il faut qu'il y ait plus de femmes. Moi, je suis pour la parité, donc il y a pas de, c'est pas la question, mais ça suffit pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle de l'organisation politique, c'est que des femmes aient le pouvoir concrètement. Et ça prend beaucoup plus de temps. C'est de la formation, c'est de l'acquisition de réseaux, c'est toutes ces choses concrètes en fait qui font qu'au bout d'un moment, on dit vous pesez, quoi. Voilà. Et ça, c'est pour moi, ça se règle pas uniquement au moment de l'élection. À l'Assemblée nationale, il y a plein d'élus qui n'ont pas énormément de pouvoir en vrai. C'est pas. Enfin, voilà, moi, c'est ce que j'observe par exemple dans le groupe majoritaire. Je veux pas être critique aujourd'hui sur ça, mais je vois plein d'élus qui, en fait, en vérité, ont assez peu de pouvoir, ont assez peu de réseaux médiatiques ou autres. Et en fait, mais c'est la Ve République qui veut ça. Et en fait, c'est dans les cabinets. C'est dans les interstices. Alors je change un tout petit peu ma question. Plutôt que de faire que tous les candidats soient des candidates, il faudrait que tous les cabinets ministériels soient occupés par des femmes pendant 5 ans. Est-ce que ça changerait les choses ? Moi, alors oui, c'est important effectivement que les entourages des élus soient aussi paritaires. Ça, c'est effectivement très important. Mais il suffit de regarder la constitution, la composition de notre gouvernement. Finalement, alors oui, il est paritaire quand on regarde en termes de nombre, compter le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Effectivement, on s'y retrouve. Mais qui est Premier ministre ? Qui est ministre de l'Éducation nationale ? Qui est ministre de l'Agriculture ? Qui est ministre de l'Intérieur ? Qui est ministre de la Justice ? Ces postes clés dans un gouvernement aussi. Alors bien sûr, les cabinets doivent aussi suivre, mais déjà, je pense que le recrutement d'un cabinet, en fonction du ministre, il peut changer. Mmh. Et là aujourd'hui, ces postes régaliens, ces postes clés, ils sont détenus par des hommes. Et c'est là aussi où il faut l'enclencher, ce changement. Et ce changement, il faut l'enclencher dès le départ. Et je pense qu'à partir du moment où vous mettez une ministre au lieu d'un ministre à ces postes-là, le cabinet, l'entourage, progressivement, va aussi évoluer, va aussi changer, se féminiser. Tout à fait. Fiona Texer, j'aimerais qu'on écoute un extrait de votre podcast, écrit et réalisé avec la journaliste Hélène Goutani. Il n'y a pas mort d'homme. Cet extrait, selon moi, résume absolument tout. La politologue britannique Carol Patman explique, elle, que ce contrat est tacite, jamais écrit, mais qu'il inscrit de manière durable la subordination du corps de la femme à l'homme. L'homme, gérant de la cité, est en plus le seul détenteur du droit sexuel. Politique et jouissance sexuelle, le lien est là. Les femmes n'y ont pas leur place en tant que femmes et encore moins en tant que rivales. C'est assez intéressant de savoir pourquoi ils veulent garder le pouvoir. Il y a 2 raisons. On est assez de rivaux entre nous comme ça. On va quand même pas... Mais
quand on voit ça encore dans le milieu politique. Attendez, on était déjà rivaux entre hommes et en plus, il faut qu'on ajoute les femmes. C'est-à-dire qu'on a encore plus de rivales, d'espace de rivalité si on ajoute les femmes. Donc la question de la rivalité est un vrai problème face au pouvoir, puisque c'est la question du pouvoir qui vous intéresse. Donc dans cet extrait, ce dont on parle, c'est du contrat sexuel. Et en fait, ce qui est très intéressant, moi je trouve, c'est que c'est une notion qui a été développée par une politologue qui s'appelle Carole Pateman, qui explique qu'on croit que la société est régie par un contrat social, mais en réalité, ce sont les rapports entre les hommes qui sont régis par le contrat social. Nous, les femmes, on est sujettes à un contrat qu'on a toutes signé sans le savoir, qui s'appelle donc ce contrat sexuel, qui fait que notre corps, en fait, en réalité, nous appartient à peine, et que nous ne sommes pas pleinement citoyennes ou pleinement sujettes encore dans la société. Tout ce que vous décrivez sur les micro-agressions et les agressions dans la vie politique, je trouve, sont autant de preuves de l'existence de ce contrat sexuel qui fait que nous sommes des corps avant d'être des cerveaux encore dans notre société. Comment on crame ce contrat sexuel, Aïna Kurik ? C'est une bonne question parce que c'est un triste constat de cette réalité-là, des rapports entre les hommes et les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, plus de visibilité des femmes, plus de paroles des femmes permettra de changer les choses. Moi, je n'en démords pas. Et encore une fois, on pourra rendre obligatoire, inventer des sanctions. Et il en faut, il faut le faire. On pourra continuer à légiférer. Encore une fois, les femmes, il faut qu'on nous voie, il faut qu'on nous entende, il faut que nous soyons présentes partout, parce que c'est ça qui fera finalement, à la fin, il rendra les choses un peu plus normales dans la place des femmes dans notre société. Est-ce que votre collaborateur m'a dit, est-ce que vous confirmez que vous soutenez Macron dans sa réélection, pour sa réélection l'année prochaine, au printemps prochain ? Oui, je soutiens la candidature d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez donc qu'en 2017, dans la vague post-MeToo, Emmanuel Macron avait déclaré que la lutte contre les violences faites aux femmes serait la grande cause du quinquennat. À la fin du quinquennat, on est obligé quand même de réaliser que cette grande cause, elle a été une petite cause. Depuis 2017, il y a eu plus de 500 féminicides qui ont été enregistrés. Le budget donc du secrétariat d'État aux droits des femmes est l'un des plus petits budgets du gouvernement, et le président a même déclaré que la République est une bonne fille mais qui ne se laissera pas violer, sous-entendant qu'on peut se laisser violer. Entre nous, Aïna Kurik, de femme à femme, comme dirait Macron, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçus quand même ? Deux choses. Alors tout d'abord, il y a eu des avancées et j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Mais la création des hébergements, les téléphones d'urgence, les numéros en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des avancées. Il y a aujourd'hui la justice aussi qui gagne en moyens, puisqu'on a eu aussi une augmentation, on a beaucoup légiféré sur la question. Donc il y a eu une augmentation de moyens. Peut-être pas suffisante, et honnêtement, je ne sais pas à quel moment ce sera suffisant. Pour autant, il y a une deuxième chose, oui, il y a trop de féminicides. C'est déjà trop. Mais remettre ça sur la responsabilité que du politique ou de la justice ne m'apparaît pas pertinent parce que j'ai l'impression qu'on minimise la responsabilité des auteurs. D'accord, mais cette phrase, par exemple, pour le dénoncer, la République est une bonne dénoncer. fille, elle ne se laissera pas violer, elle est scandaleuse. Non, mais c'est inapproprié, mais c'est pas pour autant que je minimiserai la responsabilité des auteurs des faits. Parce que c'est quelque chose que je ne supporte plus d'entendre, c'est de dire, voilà, il y a eu tant de viols, tant de féminicides, c'est à cause de l'État, de la justice. Non, c'est à cause de l'auteur des faits, c'est à cause des violeurs, c'est à cause des meurtriers, ce sont eux les premiers responsables et je ne leur enlèverai pas 1 millimètre, 1 centimètre de responsabilité en le mettant sur le dos de l'État ou de la justice. Non, c'est vrai que évidemment ils sont responsables de leurs actes. En revanche, ce qu'on découvre aujourd'hui avec le mouvement MeToo politique, c'est qu'il y a aussi tout un réseau de complicité qui permet d'agresser en silence. Ce que vous disiez tout à l'heure, Fiona Texer, et ce qui est assez fou, c'est que souvent tout le monde sait. Dans votre podcast, vous expliquez que Baupin, par exemple, celui qui vous a prévenu qu'il fallait en rester éloigné, c'était le président de la commission électorale de ELV. Donc celui qui avait fait en sorte que cet homme, qu'il savait être un agresseur, soit député, soit élu. C'est bien ça ?
Effectivement, celui qui m'avait prévenu des agissements de Denis Baupin était membre de la commission électorale. Ce qui montre bien qu'à l'époque, la violence envers les femmes en politique, la violence sexiste et sexuelle était d'une grande banalité et n'était pas de nature à empêcher l'investiture et donc à terme l'élection d'une personne au comportement problématique. Ce à quoi on appelle aujourd'hui avec MeToo politique, c'est de rompre avec ces pratiques-là et c'est de mettre de côté, de cesser de promouvoir les hommes dont on sait pertinemment qu'ils se comportent de façon violente avec les hommes et les femmes de leur entourage. Eh bien voilà, je pense que c'est un excellent mot de conclusion, mes chers amis. C'est déjà l'heure de nous quitter. Moi, j'aurais aimé continuer de parler avec vous pendant plusieurs heures, très sincèrement. Alors, pour répondre à la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il faut exclure les hommes de la vie politique ? Je sais bien que c'est absolument impossible en démocratie de faire cela. En revanche, exclure les agresseurs de la vie politique, je pense que ce serait déjà un minimum. Pour nous redonner de l'espoir dans ce marasme, j'accueille notre chère chroniqueuse Lorraine Boudard, qui propose, elle, pour changer le monde, de taxer la viande comme on taxe les cigarettes ou l'alcool. Salut Lorraine. Salut Judith. Et oui, ça y est, c'est officiel, la saison de la raclette est officiellement ouverte. L'occasion de s'adonner au fromage porn, de s'empiffrer de patates, de cornichons, mais aussi et surtout de charcutes. Or, on le sait, en plus de boucher nos artères, la barbaque défonce la planète. Ma proposition, Judith, ce serait donc de taxer la viande comme on taxe les clopes. Et cette taxe, je l'appellerais la taxe beefsteak. Parce qu'on a beau parler de la mode végane et des grands méchants ayatollahs du tofu, eh bien, figure-toi que la consommation de viande en France, elle est très loin de diminuer. Chaque année, les Français ingurgitent 87 kilos de bidoche, soit 8 fois plus que les recommandations de l'OMS. Et c'est un chiffre qui est à peu près stable depuis les années 70. À l'échelle mondiale, ce sont 82 milliards d'animaux terrestres qui sont abattus chaque année pour qu'on les mange. 82 milliards d'animaux tués tous les ans. Moi, chères auditrices, chers auditeurs, j'aimerais que ce chiffre vous révolte. Contrairement à ce qu'on dit un peu partout, il n'y a donc pas d'effet mangeur de graines. L'humanité reste à grande majorité viandarde. Et le problème avec la barbaque, c'est qu'elle émet plus de gaz à effet de serre que tous les transports, toutes les bagnoles, tous les avions, tous les super yachts de Jeff Bezos et Bill Gates confondus. Et elle le fait avec des gaz dont on n'entend pas trop parler, c'est-à-dire pas tellement avec du CO2, mais avec du méthane et du protoxyde d'azote qui sont encore plus destructeurs. La viande, c'est aussi une pression monstre sur les ressources d'eau douce et sur les sols, puisque l'élevage est à l'origine des 2/3 de la déforestation de l'Amazonie. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu, on peut agir. Moi, j'adore ton idée de la taxe beefsteak et je pense que de toute façon, on devrait tous être végétariens. Mais j'entends d'ici les râleurs râler en disant qu'on a bien assez de taxes, nanani, nanana. Et oui, et pourtant, c'est faux, puisqu'en France, la viande profite d'un taux de TVA réduit de 5,5%, au même titre que les brocolis, les protections hygiéniques, les livres ou les équipements pour handicapés. Et alors même si on se contrefiche de la planète, l'OMS classe la charcuterie comme cancérogène certain et la viande rouge comme cancérogène probable. On est donc dans une situation totalement absurde où on applique une fiscalité réduite au cancer, un peu comme si on donnait des chèques cadeaux pour la cirrhose. Pour comparaison, les clopes, c'est plus de 80% de taxes. Sur les 10 € d'un paquet de Marlboro, 8 vont à l'État, notamment pour financer la Sécu. L'idée de la taxe beefsteak, ce serait donc de faire à peu près pareil. Pas de faire trinquer les consommateurs, mais de refléter le juste prix de la viande. Pas de punir ou de faire la morale, mais d'envisager un autre modèle de société. Parce qu'avec l'argent collecté par cette taxe, on pourrait faire plein de choses. On pourrait financer la restructuration de la filière agricole, on pourrait aider les ménages les plus modestes dans leurs achats alimentaires, on pourrait instaurer une taxe à 0% sur les fruits, les légumes et les protéines végétales. En bref, on pourrait changer le monde. Parce que la réalité, c'est que le changement climatique est irréversible. Le climat de 2020, on l'a déjà perdu, c'est trop tard, il est derrière nous. Donc la raclette, c'est plus qu'une histoire de convivialité à la française, c'est un sujet politique. Alors Judith, camarade, passons à l'action, taxons le cochon. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Ah bon?
Excellente idée, Lorraine. Taxons les cochons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un immense merci à Fiona Texer. On rappelle votre excellent podcast écrit avec Hélène Goutani, Y'a pas mort d'homme. Et ce n'est pas parce que c'est une production Binge Audio que je le dis, c'est vraiment très bien. Merci à David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Merci à Aïna Curig, députée de la Marne. Merci à notre chroniqueuse Lorraine Boudard, notre chargée de production Charlotte Bex, à nos réalisatrices et réalisateurs Elisa Grenet, Solène Moulin et Thomas Play. On peut plus rien dire, le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, mes chers amis, surtout ne laissez rien passer.